Amateurs de castagne ou ceinture blanche en cinéphilie, bienvenue dans Kimura pour un épisode un peu spécial. Parce que c'est un épisode qu'on enregistre à distance. Et je suis accompagné de Miguel. Miguel, même si je te l'ai demandé il y a déjà 5 minutes, comment est-ce que tu vas? Bah, super bien, et toi? Mais écoute, la forme, hein, c'est la première fois qu'on parle du Jean-Claude. Oui. Donc voilà, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Bloodsport. Alors c'est un film qui a été réalisé par la Canon, qui fait quoi, 1h30, hein. C'est un film, donc nous, c'est pas un film de notre génération, hein. On va couper court tout de suite, mais je sais que c'est un film qui est très culte. Alors il est culte pour moi, mais il est surtout culte pour la génération d'avant. On va les appeler les tontons, ceux qui voilà regardaient des films en VHS. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder toi ces films un peu en format VHS ou même en format DVD, les films de Van Damme ou des films du genre? Je sais pas si dans cette catégorie tu comptes les films de Jackie Chan, mais j'avais vu des films d'action un peu du genre des années 80, oui, ça me parle en tout cas. Après, je crois que ça doit être le plus vieux que j'ai dû voir, du coup. Ok, ok, donc on a dépoussiéré un truc là pour toi. Ouais, clairement, ouais. Ça marche. Ben moi personnellement, je sais que j'aime beaucoup Bloodsport. Après, il y a aussi Kickboxer chez Van Damme que j'aime bien, où c'est aussi un film un peu similaire. Donc Bloodsport, ça sort en 88, c'est réalisé par Newt Arnold. Je suppose que tu ne connaissais pas Newt Arnold. Non, pas du tout. Ouais, bon bah c'est normal, hein. Donc c'est le premier assistant sur le Parrain 2 et aussi sur Blade Runner. Donc deux gros films, mais sinon c'est vraiment un mec qui est tombé dans l'oubli. Je suis même pas sûr qu'il ait fait de film après Bloodsport. Et c'est surtout ce qui est important, c'est que c'est le premier rôle de JCVD. Et en plus que ce soit son premier rôle, figurez-vous que c'est sur un biopic, celui d'un fameux Frank Dux, un mec qui était vivant au moment du tournage de ce biopic. Et on va vous parler un petit peu plus de ce personnage plus tard, mais ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est un militaire qui a appris le ninjutsu dans sa jeunesse et qui aurait intégré le clan des Tanaka et qui aurait été invité à participer à un tournoi, le Kumite, ce qui est voilà, c'est un tournoi où tout est permis, hein, un tournoi clandestin qui voilà, c'est situé à Hong Kong, voilà, dans la cité de Kowloon. Deux, trois informations techniques sur le film. Il a qu'un petit budget de 2 millions, mais environ, ce qui était déjà pas mal pour l'époque, mais il a rapporté 50 millions, donc en soi, un film très rentable. Aussi que le film au début, il était pas trop apprécié par la presse, mais il a été apprécié par les spectateurs. Avant qu'il sorte, il était vraiment décrit dans la presse qui disait que c'était pas un film assez sérieux et que le jeu d'acteur était pas bon, etc. Et au final, les spectateurs l'ont beaucoup aimé. Et bon, on peut voir que genre, par exemple IMDb, il a 6,8 encore aujourd'hui, c'est que il est encore un peu mitigé, on va dire, d'un point de vue avis en tout cas. Ah, c'est vrai que quand j'ai regardé, en fait, j'ai vu pas mal d'infos sur le fait que le film était sorti initialement en VHS. Et c'est parce qu'il a rencontré un certain succès en VHS qu'ils l'ont ressorti en salle de cinéma. Mm. C'est plutôt Exact, ça, ouais. J'ai vu ça aussi. c'est quelque chose à noter. Et d'ailleurs, à l'époque, il est devenu numéro 1 du box-office en France et en Malaisie, visiblement. On parlait de films qui ont l'air pas trop sérieux et des avis mitigés. On va devoir faire une parenthèse sur la Canon. D'ailleurs, avant ça, avis négatif, c'est vrai que j'avais noté que Van Damme, il avait été nommé au Razzie Award aussi, du pire nouvel espoir. Donc le mec commence sa carrière et on veut déjà lui mettre un prix comme quoi c'est un acteur merdique. Rassurez-vous, il va pas remporter le Razzie Award, il va perdre face à Ronald McDonald dans le film Mac and Me. Voilà, comme ça vous savez. Donc la Canon, Miguel, t'en avais déjà entendu parler ou pas? Pas du tout, pour le coup. Pas du tout. Alors je vais rapidement faire une parenthèse dessus. Je suis clairement pas un expert et si vous voulez plus d'informations sur la Canon, moi je vous conseille vraiment un documentaire qui s'appelle Electric Boogaloo, qui est vraiment génial. Et il y a un deuxième documentaire, je vais en parler après, qui s'appelle The Go-Go Boys, si jamais. La Canon, faut savoir que c'est deux personnes à la base, donc Mehanem Golan et Yoram Globus, que je vais appeler Mémé et Yo-Yo, ce sera beaucoup plus simple. C'est deux cousins israéliens. Donc Golan c'est l'aîné et Globus c'est le cadet. Et à l'époque, ils font des films en Israël, donc voilà, dans les années 60. Et un jour, ils font un film qui s'appelle Lemon Pop Cycle. Et ce film, il va attirer l'attention. Tout d'abord de l'Europe, puis voilà, ils vont avoir un certain succès, notamment à Milan. Et il y a des distributeurs qui vont voilà commencer à vouloir s'emparer de leur film. Donc,
forcément, eux se font un petit peu d'oseille, puis ils rêvent de grandeur, et Israël n'étant pas une terre spécifiquement de cinéma, ils décident d'aller donc à Hollywood pour vivre le rêve américain. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont racheter la Canon, donc qui était déjà donc une boîte de production qui existait, mais qui était plutôt spécialisée donc dans les films de charme et les films où en fait on voyait du nu. Et à l'époque, on appelait ça les nudies. Enfin, mais juste vous dire que voilà, c'est un duo qui est assez complémentaire dans le sens où il y en a un qui a vraiment euh, plein d'idées qui lui viennent à la tête, il va vouloir les réaliser, mais il va commencer à chaque fois la production des films, au début des tournages, mais généralement c'est jamais bouclé. Donc il faut que l'autre derrière commence enfin, termine les films et tout. Donc c'est toujours des chantiers rocambolesques. Et la Canon, c'est vraiment un produit des années 80, un produit de l'ère réganienne, je dirais, parce que on a vraiment la vision de ces deux mecs qui sont des gros bébés dans leur tête et qui ont vraiment envie de faire des films qui sont juste purement jouissifs. Alors, je vais citer quelques films, tu as peut-être dû en voir certains, et sinon tu en as entendu parler. Dans les plus connus, il y a Highlander, tu dois connaître. Ok, oui, ça me parle. Sinon, donc là, il y a le Bloodsport, voilà. On a aussi les Maîtres de l'Univers. Ça me dit rien. Alors, c'est les Maîtres de l'Univers, c'est Musclor. Ok. Ensuite, oui, ok. on a aussi, alors ça, ils ont réussi à avoir Stallone pour 2 films, il me semble, ou 3. On a notamment Over the Top qui s'appelle Le Bras de Fer. Alors c'est un film où Stallone il est routier, il fait des bras de fer. Tu l'as peut-être vu, il passait à la télé, je me rappelle quand on était jeune. C'est quoi? Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr de l'avoir vu, mais ça me dit un truc. Il a fait ça, il a fait aussi Judge Dredd. Et ils ont utilisé, je crois Stallone a fait les 2 films là, c'est déjà pas mal. Et sinon, en gros star, ils avaient aussi Chuck Norris, où ils ont fait, Le fameux. voilà, le fameux Chuck Norris, ils ont fait pas mal de films. Et voilà, donc c'est sur quoi? C'est sur à peu près une décennie d'existence, ils ont produit 300 films, tu vois. Donc c'est, Quand même. ouais, c'était, à l'époque, Ils c'était avaient pas le vraiment, temps. non, non, clairement. Et franchement, les projets, ils s'enchaînaient. Et vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, c'est vraiment la plus grosse société de production de films indépendants, tu vois. Vraiment, à leur pic, c'était un truc de fou. Ok. Et donc, comme je te disais, tu sais, t'as un peu cette incarnation de la figure réganienne. Toi, tu vois un petit peu ce que c'est? Non, du coup, je veux bien que tu me l'expliques. Alors, en gros, donc Ronald Reagan, c'est vraiment, c'est le mec, tu vois, Make America Great Again. C'est ancien acteur et pour lui, l'Amérique est symbolisé par des hommes forts. Ces hommes forts, tu vois, sont très virils, ils sont musclés, ils ont du poil au torse, ils ont une M16 dans la main et puis ils dégomment tout ce qui est étranger, que ce soit communiste, vietnamien, enfin tout ce que tu veux, tu vois. Et vraiment, ça, c'est la vision de Reagan. Et il y a plein de films, d'excellents films d'ailleurs, qui reprennent cette vision. Ben là, vu ce que je t'ai décrit, tu vois, tu pourrais penser à plusieurs films comme Rambo, par exemple. Ouais, j'ai tout de suite pensé à Rambo. Ouais, c'est clairement, généralement, c'est ce qu'on a en tête. Mais c'est vraiment une figure, comment dire, qu'on va retrouver au cinéma, soit de manière vraiment abusée, comme avec les films de la Canon, tu vois, mais qu'on va aussi retrouver de sorte à ce que les figures d'action, finalement, ça va être des gros bras, tu vois. Tu sais, à l'époque, Schwarzenegger, Stallone, surtout Schwarzenegger, c'est des masses, tu vois. C'est vraiment des mecs très musclés. C'est un modèle qu'on va abandonner, tu sais, dans les années 90, on va être sur des mecs plus fins et peut-être plus crédibles comme Bruce Willis ou Keanu Reeves, tu vois, avec avec Speed et tout ça. On est plus sur des héros du quotidien, mais là, on est vraiment sur des surhommes. Et la Canon a vraiment participé à répandre justement cette idée du héros réganien. Voilà, comme ça tu vois un peu à quoi ça ressemble. Bah, c'est marrant que je trouve que c'est un peu revenu du coup cette idée dans le sens où il y a eu Expendables où ils sont tous revenus en mode tous des Golgoth, même si à l'époque ça n'en était pas forcément avec Statham, Chuck Norris et tout ça. Et on a eu une petite vague à un moment de The Rock quoi en fait. The Rock, le mec de son nom, Jason Momoa. Ah, Jason Momoa. Et on a eu une petite vibe là pendant quelques années où il y avait des gros mecs bien musclés aussi là récemment. C'est un vrai. peu partout. En fait, par exemple, Expendables, c'est vraiment une promesse de revenir à cet âge d'or là et en faisant un peu un super Smash Bros de toutes ces figures iconiques et de les remettre. Donc c'est plus un dernier sursaut. Et après, c'est vrai qu'il y a toujours des réminiscences de ces figures-là, bah, notamment ouais, avec The Rock, qu'on a vu même un peu trop vu quoi maintenant. Oui, clairement.
Mais Bah, il voilà. essaye de changer son jeu maintenant. Mais on a eu The Rock, on a eu Batista. Enfin, je sais plus le nom de l'acteur, mais c'est Batista le catcheur. On a Ouais, bah, eu on en Jason a eu plusieurs. Momoa, on a eu Superman. Enfin, Henri Cavill. ouais. Oui, oui, c'est vrai on a eu des gens qui ont essayé de perpétuer un peu ça. Moi, ce que je trouve intéressant dans tu vois, dans les Expendables, c'est qu'on avait ce truc de, on met des anciens, mais la promesse, c'est aussi que on fasse venir des jeunes et qu'il y ait un peu une transmission. Alors c'est un peu, je trouve qu'au début ils le font un peu, mais à la fin ça devient un peu trop un véhicule à la gloire des anciens, tu vois. Mais au début, tu vois, genre dans le premier, je trouve il y a un peu cette promesse de, on capitalise sur le nom des anciens pour faire venir les nouveaux. Et d'ailleurs, Jean-Claude Van Damme qui devait jouer déjà dans Expendables 1 Ah d'accord. Ok, je et savais pas qui qu'il devait devait dans un être, des deux. il me semble, un gentil et tout, et qui a refusé à l'époque. Bon, voilà, c'est le Jean-Claude quoi des années 2000, voilà, avec toutes ces tourmentes, notamment au niveau de la drogue et tout, qui a peut-être pas forcément fait les bons choix de carrière et qui refuse. Et donc il revient dans le 2 qui est méchant, et puis spoiler, qui meurt. Et après il recontacte alors petit aparté hein, sur Expandables, mais en fait les scènes qui ont été tournées avec JCVD, elles ont été chaotiques. Le mec il était vraiment il était plus du tout en condition physique, sous drogue et tout, c'était vraiment un calvaire. Et après le film, alors que son personnage est mort, il a fait que de tanner Stallone pour lui dire vas-y fais revenir mon personnage et tout. Enfin c'était vraiment une catastrophe ambulante. Donc voilà, et il a quand même participé un peu à ce revival de stage-là. Bah, je pense que c'est un bon élément de transition pour parler un peu plus de Jean-Claude Van Damme peut-être. Ah bah oui, clairement, je pense qu'on va pouvoir passer sur ce JCVD. Et si vous voulez tout savoir, en gros, au vu du fonctionnement de la Canon, en gros, ils se sont trop éparpillés sur beaucoup trop de projets. Ils ont payé des stars comme Stallone beaucoup trop cher. Il y a eu d'autres acteurs qu'ils ont réussi à avoir, ou notamment Charles Bronson qui a fait la suite de Death Wish, et en fait il n'a pas fait qu'une suite, ils en ont fait 5. Donc à la fin le public était fatigué de leur formule, ils avaient du mal à boucler tout leur tournage, et en plus de ça ils ont vraiment éparpillé financièrement euh, leur thune, ils avaient investi dans trop de salles et tout, donc à un moment ils se sont fait racheter. Voilà. Donc ça c'était vraiment pour la parenthèse. Et je voulais quand même juste finir là-dessus, donc Electric Boogaloo que je vous conseille, vraiment excellent documentaire. Et en apprenant que ce documentaire était en train de se faire, Yo-Yo et Mémé, ils se sont dit non non, on va faire notre propre documentaire, et donc ils ont sorti Go Go Boys un petit peu avant, qui disons est un petit peu plus positif envers leur image, quoi. Et donc voilà, donc au niveau de Jean-Claude, c'est ça. Donc Jean-Claude, ben voilà, Mm. notre Jean-Claude national qui en fin de compte est belge. Je sais pas si tu vois, mais au tout début, lui, il a fait des petits rôles, notamment un petit rôle de danseur et tout. Et il était avec son pote Michel Kissy. Je sais pas si t'avais quelques notes là-dessus, mais en gros, voilà, ces deux mecs. Pas sur cette partie-là, non. Hein, J'ai bah, plus jeune encore. ah, t'as plus jeune, bah vas-y. Ouais. Bah moi j'ai qu'en fait il est né de parents fleuristes. Bon ça à la limite c'est pas très important, mais par contre il s'est passionné par le karaté très très vite. À 11 ans apparemment il était déjà très chaud en karaté. D'où le fait qu'il soit assez flex en fait, je pense. Et il est justement champion d'Europe de karaté et il est sacré Mister Belgium en culturisme à la fin des années 70. Du coup, d'où le fait qu'il soit fit et en même temps baraque parce qu'il a fait du culturisme, mais en même temps il a fait du karaté qui lui a fait cette fitness quoi. C'est aussi la danse classique qui l'a aidé pour le. Du coup ça je l'avais pas. Donc c'est pas mal. D'après ses mots, c'est la discipline la plus difficile qu'il ait pratiquée, la danse classique. Comme quoi, incroyable. Donc voilà, donc ceux qui pensent que la danse c'est pour les mauviettes. Après, je sais pas ce que Voilà. t'avais par la suite. Moi, j'avais effectivement le côté que quand il s'est installé aux États-Unis, c'était un peu la galère. Il faisait des petits boulots et justement, c'est en faisant voiturier pour des fois des gens riches, ça lui a permis d'avoir quelques contacts justement et commencer à faire son sa percée dans le milieu, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais, ben justement la percée qu'il a eue, elle s'est fait en plusieurs temps. Ben déjà, il a failli jouer dans un grand classique du cinéma d'action quand même, hein. Il a failli jouer dans Predator. Bon, pour ceux qui sont au courant d'anecdotes, voilà, vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Mais sinon, il devait jouer le Predator, mais bon, il y a eu plein de soucis, donc notamment le fait que le costume du Predator n'était pas celui qu'on connaissait et qu'il avait plus une dégaine de montre religieuse, un peu comme ça. Que c'était un rôle où forcément Jean-Claude était masqué, donc alors déjà on voit pas sa gueule.
En plus, il se rend compte qu'il doit jouer une grosse menthe religieuse. Et en plus, pour le tournage, étant donné qu'il y avait, tu sais, un peu cet effet visuel d'invisibilité, le costume était rouge vif. Donc, si tu veux, autant McTiernan, il arrivait à se projeter dans son film, autant Jean-Claude, il comprenait pas trop ce qu'il faisait là. En plus, tournage dans la jungle, enfin, un truc compliqué. Le casque était malade, la dysenterie, en tout cas, il avait la chiasse, enfin, c'était n'importe quoi. Schwarzenegger était malade, enfin, bref. C'était vraiment une catastrophe. Je sais pas si t'as 3 anecdotes sur ce tournage-là, mais j'avais vu que du coup, après, ils avaient préféré, au final, justement, avec le costume, ils avaient préféré prendre un mec encore plus balèze parce qu'ils trouvaient que en fait avec Van Damme ça faisait pas forcément une aussi grosse différence que Schwarzenegger en fait. Ouais, puis ils ont surtout changé le costume. Aussi. Ils ont eu le temps en fait justement, le tournage il a été reporté et puis ils ont eu le temps de refaire le costume et je pense que c'est ça qui fait, c'est l'une des choses qui fait le succès de Predator, c'est quand même que le Predator je le trouve quand même assez stylé. C'est clair que c'est un élément à part entière de la pop culture. Il a été repris dans beaucoup de jeux vidéo et on le voit bien, et dans plein de références autres que les jeux vidéo. Mais moi, la première référence que j'ai, c'est directement League of Legends qui ont fait un skin directement que c'est le Predator, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah même le concept de Rengar, c'est carrément. Oui, clairement, oui. Et es-tu plus Alien ou Predator? Je pense Predator. Enfin, après niveau film, je préfère les Aliens. Ouais, mais niveau le monstre en question, je préfère le Predator. Du coup, ton Predator préféré, ton Alien préféré? Alien préféré, le 1. Tout simplement. Pas très compliqué, hein, mais je pense que c'est celui-là qui a introduit le plus de trucs. Et surtout que quand tu le regardes et que tu le contextualises quand il sort, il y a quand même beaucoup de choses que c'est assez novateur pour l'époque. C'est pas mal quand même. Et Predator, en vrai... un qui m'a marqué récemment et que c'est celui-là que j'ai en tête, donc je vais dire celui-là, on l'a vu ensemble d'ailleurs, je crois. C'était Prey, voilà, exactement, bien joué. Parce que je trouvais que c'était aussi un peu différent du concept de base et il y avait des bonnes idées, j'ai bien aimé. Ouais, c'est l'avant-dernier. Bah, j'ai pas vu moi le dernier Into the Badland où ils ont un peu. Non, moi non plus d'ailleurs, ouais. Ouais, ils ont un peu marvelisé la formule. Ah ouais, carrément. Ouais, je crois que le Predator il parle et tout. Enfin bref. Ah ouais, alors. C'est un gentil. Enfin, je sais pas s'il il est ok ou pas. Je l'ai pas vu. Mais ok. Bah moi je suis plus Team Alien, tu vois. Je suis plus. En termes de design. Ouais, en termes de design. Quand j'étais petit, je préférais Predator, mais là j'aime beaucoup Alien. Et je comprends, ouais. C'est vraiment c'est une créature vraiment que je pense que c'est une de mes créatures du cinéma préférées, tu vois. Et je dirais que ouais, bah je pourrais citer le premier Predator et je vais le citer, c'est vrai, en préféré. Mais dormez pas sur le 2. Le 2 il est cool en vrai. Ouais, il est pas aussi bien, mais je trouve qu'il est vraiment cool. Danny Glover, je trouve qu'il fait le taf. Puis en plus c'est pendant une canicule à Los Angeles et tout, et t'as vraiment ce côté jungle urbaine comme on aime dire, mais même je trouve pas que par le fait que tu sais que Los Angeles t'as vraiment à tous les coins de rue des dangers, et voilà, tu peux dire que c'est un peu la jungle. C'est vraiment que tout le monde transpire dans ce film, tu vois, t'as vraiment l'impression qu'on est vraiment en Amazonie ou un truc comme ça. Enfin, c'est assez fou. Et je pense ouais, Alien, je vais dire le 1, mais pareil, j'aime bien en fait les 4 premiers, je les trouve vraiment très bien. Les 4 premiers, je les trouve bien. Après je décroche, mais les 4 premiers pour moi c'est du poulet comme on dit. Après, pour revenir sur lequel tu préfères entre Alien et Predator, c'est vrai que Alien, quand j'y pense comme ça, il y a un truc qu'ils ont qui est quand même grave stylé, c'est ils ont la carte de, tu vois comment ils grandissent et tout ça, genre comment expliquer leur côté d'insémination dans l'être humain, quoi, on va dire ça comme ça. Bah, ça rajoute du terrifiant, on va dire. C'est un peu ça que les Predators ont pas, et que c'est vrai que c'est pas mal que les aliens ils ont ça. Ça ajoute du cachet au monstre, quoi. Ouais, en fait, avec les facehuggers et tout. Le Predator, il y a 2-3 scènes dans le premier qui font un peu peur, et 2-3 mises à mort qui sont un peu chaudes, mais il est beaucoup moins terrifiant que l'Alien. En vrai, l'Alien, en plus, si l'Alien, tu allies à ça le facehugger et tout, enfin, et le contexte, la jungle c'est chaud, mais mec, dans l'espace, personne t'entendra crier, quoi. Ah bah là, clairement, et surtout qu'ils l'ont tourné en mode tout se passe bien, un peu comme The Thing à la limite, quoi, en fait. Au final, un peu en mode tout se passe bien, et en fait tu penses que tout le monde est gentil, et il commence en fait non, pas du tout. Excellent film. Ouais, franchement pas mal. Donc voilà, donc il y a eu cette
cette parenthèse dans sa carrière où il a failli jouer donc ce rôle-là. Il a aussi joué dans un film qui s'appelle Karate Tiger, où il joue le rôle du méchant. Et c'est un rôle qui va être décisif pour lui parce que justement, voilà, comme disait Miguel, il a eu 2-3 contacts et je sais plus si c'est lors d'un festival ou en tant que voiturier, mais en fait, il va croiser la route. Je crois c'est de Golan, il me semble. Et en gros, il va lui dire, tu te souviens de moi, je suis Jean-Claude Van Damme et tout. Donc forcément, l'autre il s'en souvient pas. Sauf qu'au même moment, le mec, il arrive, il saute et puis il fait un kick en l'air, tu vois. Donc le mec, il se prend presque un kick dans la tronche. Il se dit, c'est qui cet énergumène? Mais il dit, bon, écoute, tu sais quoi, prends rendez-vous. Tu viens le week-end prochain à mon bureau et tout. Donc Jean-Claude Van Damme, il est super content, tu vois. Il se dit super, là, tout va se jouer maintenant. J'aurai une grande carrière. Et là, en gros, il y a il y a un peu deux versions de comment Jean-Claude a eu le rôle. Est-ce que toi, tu as les deux versions ou t'en as seulement une des deux? Ah, je pense que j'en ai qu'une, du coup. Ok. Bon, alors, je vais te raconter, je pense, du coup, c'est la même version que toi t'as vraiment, tu vois. C'est que, alors, faut savoir que Jean-Claude, il va donc au bureau, il va voir Menahem Golan, et là, il rentre dans son bureau, et Golan, il lui regarde, et puis il lui dit, tu vois, dans mon dos, tu vois, il y a des posters de films. Puis il montre un poster, il fait, tu vois, ça c'est Michael Dudikoff. Ça, c'est une vraie star de cinéma. Si tu lui montres un autre poster, il fait, tu vois, ça c'est Delta Force. Tu vois, ça c'est Chuck Norris. Ça, c'est une vraie star de cinéma. Ensuite, il lui pointe du doigt, il dit, toi, tu ne seras jamais une star. Et là, on a deux versions. On a la version, donc, de Jean-Claude Van Damme, lui, il raconte qu'en gros, quand il entend ça, une dit deux, il saute sur le bureau, donc, de Golan et Globus, il fait un grand écart, il fléchit les biceps, quoi, il bande ses muscles. Et là, les mecs, ils changent de, ils changent de ton, ils disent, ok, c'est toi qu'on veut, et puis, ils appellent Frank Dux dans la foulée, et puis, voilà, le casting commence. Il y a une autre version qui est un peu plus réaliste, et je pense que c'est la version là, c'est que Jean-Claude Van Damme, il était vraiment en galère, comme on dit, il faisait soit des petits rôles, enfin voilà, il a fait le méchant dans Karate Tiger, mais il apparaît peut-être, je sais pas, même pas un quart d'heure à l'écran. C'est qu'en gros, il aurait vraiment supplié d'avoir le rôle, en expliquant sa situation et tout. Et ben voilà, après un peu de pitié et puis d'affection, finalement Golan accepte de lui donner une chance pour le casting, et ça tombe bien parce que Frank Dux va valider ensuite le choix. Donc voilà. Et ils vont valider le choix notamment parce qu'ils ont vu Karate Tiger, et en voyant le rôle de Van Damme en méchant, ils se sont dit ouais, il est parfait quoi. C'était celle-là que j'avais moi. Ouais, c'est la classique. C'est laquelle que t'as, celle du coup des la classique, pas pas celle de Van Damme quoi. Ah. Celle de Van Damme est quand même incroyable. Ouais, elle est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal. Après, il nous habitue au même Jean-Claude Van Damme, donc. Ouais, c'est vrai. Dans 20 ans ou 30 ans, il n'aura peut-être plus du Jean-Claude, donc faut qu'on en profite. Ça, c'est mon même préféré, je crois. Et ouais, donc le film, il va se faire donc avec Newt Arnold, comme on vous a dit, et aussi parce que comme le film, il va se faire en partie à Hong Kong, je crois la totalité du tournage peut-être, ils vont aussi prendre un producteur hongkongais qui s'appelle donc Charlie Wong, qui va les aider notamment pour certaines scènes qui sont tournées donc spécifiquement à Kowloon. Bah, ça me permet de rebondir sur un des faits que j'ai sur le film, que justement en fait cette association entre équipes hongkongaises et américaines du coup, c'était assez compliqué parce que en fait les équipes elles avaient du mal déjà à se comprendre parce qu'ils parlaient pas la même langue forcément, et il y avait d'autres problèmes sur le tournage, c'est que en fait il y avait pas beaucoup de doublures, et apparemment que Van Damme et d'autres acteurs ont fait beaucoup de scènes eux-mêmes en fait, pas de cascadeurs ou quoi, c'est eux qui faisaient les chutes et tout. Et certains avaient des graves blessures, pas des graves blessures non plus, mais des ecchymoses, etc., qui étaient visibles pendant le tournage. Et il me semble que du coup ça m'avait marqué parce que du coup quand je l'ai regardé, j'ai cru voir plusieurs acteurs où on aurait dit qu'ils avaient des bleus, mais je saurais plus dire exactement quand dans le film. Mais c'est vrai que je l'avais remarqué en regardant le film quoi.
Et apparemment, il y a une scène justement que à cause de ces problèmes-là qu'ils ont eu, ils ont mis plus de 5 heures à la tourner. C'est une scène de coup de pied. Je sais pas laquelle ils disent exactement, mais une qu'il fallait vraiment un timing parfait. Et du coup, ils l'ont refait des tonnes de fois, quoi. Bah écoute, ça va me permettre d'enchaîner un petit peu sur les contextes où moi j'ai vu le film. Je l'ai revu en 4K, moi. Je sais pas si toi tu t'es pris la peine de le revoir en 4K. Je crois que moi c'était une version 4K aussi, mais comment on dit, lowered, quoi. Enfin, moins bonne qu'un vrai 4K, mais c'était mieux que la version de base, je pense. Ok. Le le film il ouvre sur avec voilà un peu un délire un peu reportage, caméra à la main, je trouve un peu, tu sais, sur Hong Kong, où je trouve qu'il y a un montage vraiment sympa, où on voit justement toutes ces rues d'Hong Kong qui sont colorées, pleines de vie, et ça me permet d'embrayer un peu sur un truc de on est dans les années 80, et je pense qu'encore pour beaucoup de gens, Hong Kong c'est très lointain, il n'y a pas tellement d'images de ça, et du coup ça rajoute un mysticisme et limite t'y crois un peu plus, tu vois. Tiens, maintenant ça fait beaucoup plus ridicule. On se dit ok, on connaît Hong Kong, tu mets Google Maps, c'est bon. Mais à l'époque, tu sais, il y a un peu ce côté mystère. Ouais, c'est vrai. Et ce qui est cool, tu vois, c'est que t'as vraiment, alors on parle de Bloodsport, mais t'as vraiment, je trouve, cet effort qui est mis, en tout cas dans l'ouverture du film, toute la narration se fait visuellement avec la caméra. Donc on a la construction donc du comité avec toutes ces personnes qui commencent à préparer de manière très religieuse, justement le tatami, la reine et tout, qui allume les lumières, et on voit les combattants de divers horizons et de diverses origines qui s'entraînent de manière toute assez loufoque, je trouve. On a genre Boloyong qui casse des glaçons à main nue. Enfin bref, on a un peu des oufs. Et ça, moi j'aime bien, tu vois. Ouais, je pense que c'est un de mes moments que j'ai vraiment bien aimé aussi. Je pense c'était pas mal. Et tu vois, alors autant t'as un petit peu ce délire-là déjà de différents combattants qui ont l'air de différents horizons et origines avec différents styles dans le jeu de la mort de Bruce Lee, mais je trouve que sinon, moi ça m'a fait penser à Street Fighter 2, mais qui sort que en 91. Donc tu vois, le film il est un peu précurseur sur, enfin, dans mon imaginaire, je trouve qu'il est assez précurseur sur cette idée qu'on a de tournois qui ramènent des gens d'un peu partout. Et ça, je trouvais Moi, ça vraiment cool. j'ai pas le bagage pour confirmer ou non, mais c'est vrai que vu l'année, je pense que oui, il doit être un des premiers qui a fait ça en tout cas. J'ai vraiment Parce trouvé que ça, ouais. les autres tournois du genre, il y a des BZ sinon. Mais je sais pas en quelle année c'est des BZ, mais je pense que ça s'est peut-être inspiré même de ce film en fait. Hein. Bah écoute, Dragon Ball, ça sort en 84. De toute façon, Ok. on est dans les mêmes eaux de toute manière. Mm. Bah, même Karate Kid sort en 84. Enfin, on est dans une effervescence, que ce soit même à Hollywood, au Japon, tout ça. Bruce Lee est passé par là. Enfin, il y a vraiment tout un truc de les arts martiaux, c'est génial. On va partager ça avec tout le monde. Et comment faire pour que ce soit cool? Ben, on va intégrer plein de combattants. Et on cherche des idées, voilà, pour rendre ça de plus en plus attrayant. Et bah justement, en plus, c'est quand même les arts martiaux, c'est quand même à la base très asiatique. Et comment est-ce qu'on fait pour faire intéresser le public occidental? On va lui dire, bah tenez, et si un blanc allait participer à un tournoi justement comme ça? C'est ce qui se passe en fin de compte. Mais ce n'était pas prévu, parce qu'à la base, Frank Dux, il aurait jamais dû participer au comité. C'est le fils de Tanaka qui aurait dû participer. Avec donc voilà, donc c'est un film où du coup on a des scènes, voilà, donc quand je parle de fils et tout, on a des scènes avec des enfants. T'as vu le film en VO ou en VF? VF. Elle est dure la VF, hein. Elle est très dure la VF. Surtout des Très très enfants. dure. Et t'as calé, il y a du coup Van Damme et le fils Tanaka, quand ils sont petits, ils sont doublés par Brigitte Lecordier. Ah, j'ai pas fait gaffe effectivement. Ils ont la voix de C'est vrai. Sangoku. Tu vois, mais Mhm. ils avaient la flemme de payer 2 personnes, donc c'est Brigitte qui fait la voix des deux. C'est Je pas me mal. disais qu'ils avaient une voix similaire, mais j'ai pas fait gaffe que c'était Brigitte Lecordier. Effectivement. Et donc voilà, le but ici, c'est pas de résumer vraiment tout le film, mais voilà, il y a cette scène donc où le fils de Tanaka meurt, et du coup Frank Dux va finalement prendre sa place et va être l'apprenti donc du père Tanaka, qui devient son Shidoshi. Et alors bon, il y a tous ces trucs de noblesse et tout ça. Ils utilisent beaucoup de mots, je trouve, des fois. En plus, ça surtout avec la VF
tu sais, il parle de full contact, il parle de shidoshi, il parle, tu sais, de certaines techniques et tout. Ça, à chaque fois, je trouve que c'est très mystique, tu vois. C'est des mots. En fait, du coup, maintenant que tu me dis avec Brigitte Lecordier, ça me fait penser à un truc que j'ai vu il y a pas longtemps, que justement, déjà pour DBZ, ils avaient des gros problèmes de traduction et des fois ils recevaient deux traductions de deux pays différents et que ils se rendaient compte que elle, quand elle a fait son interprétation, en fait, ça avait rien à voir. Et notamment, c'était pour le Kamehameha, mais je pense que c'est aussi le cas dans ce film-là avec des mots comme full contact et tout. Je pense que c'est de base, ils ont laissé le mot français, mais qu'il y a des trucs qui auraient pu être traduits un peu mieux ou quoi, mais du coup, ça contribue au folklore du film, on va dire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ce côté-là, folklorique, il est bien. Après, il y a d'autres choses, on va en parler maintenant, vu qu'on est sur la VF. Le film, il est rempli d'accents racistes. Oui. Horrible sur ça. Ouais, non. Déjà, les personnages asiatiques, c'est catastrophique. Ouais. C'est vraiment. Alors, le pire, c'est qu'il y a quand même des films qui osent encore le faire maintenant, tu vois, en 2026. Mais déjà, ça, je trouve que c'est tendu. Et après, il y a un personnage. Il faut qu'on parle de ce personnage. C'est le personnage de Jackson. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage? Alors, juste, c'est un gros américain, t-shirt Harley Davidson et il boit de la bière. Voilà. Avant de parler de lui, juste sur la VF, un dernier truc, c'est qu'il y a aussi, je sais pas si toi t'avais remarqué, mais je trouve qu'il y a des décalages. Des fois, t'avais le son de la personne disait un truc, mais les lèvres elles bougeaient pas exactement au même moment. Et je t'avoue que d'habitude, je fais pas gaffe à ce genre de truc, mais là, ça m'a perturbé par moment. Je me suis dit que c'est moi qui avais pas le bon réglage et j'ai regardé une autre version et c'était pareil. Donc je me dis que bon, c'est que de base, il doit pas être très bien réglé. Mais bon. Ouais, non, mais la synchronisation labiale, les erreurs de montage, tout ça, c'est... Ouais, bon, après, ça fait partie du package canon. Voilà, mais non, effectivement, en fait, ce qui est controversé, non, c'est pas controversé, mais paradoxal, voilà, avec le personnage de Jackson, c'est qu'en fait, t'as l'impression que le film il essaye de te dire ouais, c'est quand même un gars bien et que t'as une certaine empathie qu'ils veulent que tu as envers lui, vu qu'en fait dans le film lui il se retrouve blessé. Et mais seulement que moi zéro empathie vu le personnage que c'était en fait. Du coup je me suis dit bon d'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en VO c'est un peu moins un connard. Ah ouais, ça je savais pas du coup. En fait, parce que du coup en VF c'est abusé quand même. Alors ouais, déjà surtout en VF il est raciste. Oui. Il est pas raciste en VO. Tu vois. Ah ok, bon ça change déjà des choses, tu vois. Ça change déjà des choses. Après son rapport aux femmes, ce genre de choses et tout. Ouais. Voilà. En fait, le problème c'est que si vous voulez, aujourd'hui Jackson il ferait pas 5 mètres dans la rue sans qu'on appelle les flics. C'est un peu ça le souci. Mais voilà. Et au casting donc sinon il y a Forest Whitaker. J'avais noté. Ouais. Tout jeune et tout. Grave. Grave cool, ouais. C'est marrant de le voir aussi jeune, d'ailleurs. Ouais, moi, c'est vrai. toujours connu un peu plus âgé. C'est comme Morgan Freeman, tu sais, des mecs, tu les connais que vieux. Morgan Freeman qui a été révélé par un film de la Canon. J'ai plus le nom en tête, mais voilà, comme ça, tu sais. Ah ouais, je savais pas. Marrant, ça. Tout se rejoint. Incroyable. Et voilà, donc c'est un film qui s'ouvre voilà sur ces enchaînements donc d'entraînement et aussi sur la cité de Kowloon. Est-ce que tu connais un peu cet endroit? Pas du tout, à part que du coup ça a mené à la controverse avec Frank Dux, mais sinon. Alors, pour faire ultra simple, c'est un endroit qui maintenant n'existe plus, qui a été détruit. Et en gros, c'était un empilement d'appartements qui devenait en fait finalement un labyrinthe urbain, tu vois. Et c'était tellement un endroit dense que si tu veux, le soleil n'arrivait pas à atteindre le sol de cet endroit, tu vois. On est vraiment dans une fourmilière humaine où je pense que c'était un des endroits où la densité de population était vraiment le plus élevée, tu vois, à l'époque. Et c'est une ville où il y a un peu, bon, tu sais, t'as un peu tout un folklore autour de ça, que la ville, elle aurait ses propres règles, tu vois. Et c'est intéressant parce que du coup, ils prennent ce postulat-là qui est, bien que folklorique, réel, mais du coup, ils se disent, c'est ici qu'il peut y avoir un comité, et toi, en tant que spectateur, tu te dis quand même, ouais, c'est pas déconnant que ce soit dans un lieu comme ça, qu'on fasse un tournoi clandestin, tu vois. Oui. Je trouve le truc intéressant. Et si vous voulez en apprendre plus sur la cité donc de Kowloon, il y a 2 films. Moi, j'ai vu un film avec Jackie Chan qui s'appelle Crime Story, qui s'y déroule. Et sinon, il y a City of Darkness qui est sorti de Soi Cheng, je crois, qui est sorti il y a 2 ou 3 ans que j'ai vu au cinéma.
et où bah voilà, Kowloon n'existe plus, mais il faut une reconstitution, et c'est vraiment un film de tape super cool avec des pouvoirs et tout. Donc, je le conseille, on en parlera peut-être un jour. Donc voilà, mais moi j'ai beaucoup aimé parce que tu vois, comme c'est un lieu qui n'existe plus, ça me fait toujours un petit peu ça d'avoir, tu sais, ces Capsule témoignages temporelle. filmés. Ouais, tu vois, ces capsules temporelles, c'est ça. Moi, je trouve ça Mm. super cool. Et en plus, c'est des décors qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Tu sais, ça fait, Ouais, franchement, j'ai bien aimé aussi le côté décor. ça c'est Bah après, intéressant. pour rebondir sur les points forts du film, en fait, en quelque Ouais, sorte, ouais. moi, ce que je trouve qui est pas mal dans le film, c'est le côté... Il y a une volonté de bien faire déjà. Enfin, on voit que c'est des passionnés qui ont fait ce film. Ça sent. Même si du coup, des fois, ça donne à des moments un peu... je dirais pas cringe, mais un peu lent. Je sais pas comment dire. Voilà. Et globalement, ce qui est vachement bien et qui est un énorme point fort pour moi dans le film, c'est le côté que c'est un tournoi en fait. Et l'aspect tournoi, ça marche bien en général, mais bon, moi, ça a toujours bien marché. Et ben, dans ce film, justement, je trouve que ça apporte une sacrée dynamique que ce soit un tournoi et que du coup, ça rythme bien le truc. Il n'y a pas de moment vraiment faible dans le film, du coup, vu qu'il y a le tournoi qui est vraiment au centre du truc. Donc, je trouve que c'est vraiment un point fort du film. Ben, Je sais pas ce que déjà, t'en penses, toi. totalement d'accord. Alors déjà, bon, je reviens sur le tournoi. La dramaturgie du tournoi, c'est trop bien parce que du coup, tu peux faire, t'as le temps de développer les personnages qui vont monter, et les enjeux sont de plus en plus forts. Et à la fin, tu peux faire vraiment des oppositions et tout. Donc déjà ça, c'est génial. En plus, le fait que ce soit voilà un tournoi d'arts martiaux, on peut avoir plein de styles différents, plein de personnages différents. Et même s'ils sont présentés que succinctement, bah en fait, ça va avec la narration. Et enfin, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un film qui transpire la passion. Et en fait, c'est comme beaucoup de films de la canon. Alors, ils sont souvent, euh, comment dire, ils sont vraiment faits pour faire de l'oseille, tu vois. C'est vraiment des films qui sont souvent ultra opportunistes. Là, pour le coup, ça reste quand même un film qui a un peu lancé une vague, donc on pourrait, moi, je pense que ça reste quand même un film qui est un peu précurseur dans son genre, même si, voilà, Bruce Lee, par exemple, était passé déjà par là. Mais c'est quand même un film qui va lancer la carrière de Jean-Claude Van Damme. C'est un film, je trouve, dans plein d'aspects, notamment le début et tout, qui est plutôt cool. Il y a des scènes marrantes où je vais revenir dessus, peut-être, tu vois, la scène d'entraînement de Frank Dux avec Tanaka. C'est des choses qui sont cool. Il y a des acteurs genre comme Bolo Yang, c'est génial. Après, voilà, Ouais. c'est un film, il est pas parfait. Bon, en, je pense, ça sert à rien de faire un procès, je trouve, sur le film, sur le fait que, ouais, il y a des passages racistes, ça et tout, parce que c'est pas bien, mais c'est un contexte, tu vois. Et dans le contexte, je pense que quand c'est sorti, il y a plein, les gens, ils étaient pas autant choqués que nous, tu vois, donc. Mais par contre, tous les problèmes de montage, de découpage, de la lumière, des fois, qui est au pif, des acteurs qui en font trop, ça, c'est présent. Mais je trouve que ça donne un charme parce que t'as vraiment ce côté, euh, le film il reste clean, il y a une musique, la musique est tabasse, tu vois, genre il y a plein de films qui ont, enfin même actuellement, genre des films qui sortent au cinéma n'ont pas une musique aussi bien que celle composée par Paul Herzog, tu vois, clairement pas. Et sinon ouais, Mhm. ça transpire la passion, quoi. C'est vraiment des gens Bah, qui kiffent ce qu'ils font. pour rebondir sur ça, moi je trouve que justement l'incarnation de ça, c'est un peu Bolo Young du coup. Parce que justement, il y a des moments où il en fait trop, c'est clair, mais c'est trop bien en fait. Quand il fait ses regards là en mode je suis terrifiant, bah c'est trop bien en fait parce que du coup, il est vraiment balèze le type. Donc du coup, il est vraiment un peu terrifiant quand tu regardes le film. Et bah après j'ai noté un petit peu sa biographie, mais au final lui il avait déjà fait un film avec Bruce Lee avant de faire ce film, donc c'était déjà quelqu'un en fait. C'est vrai que c'était déjà quelqu'un. Et par contre, il est, moi j'adore cet acteur Bolo, je trouve qu'il a un physique exceptionnel, il a des pectoraux mais énormes. Incroyable. Mais c'est un mec qui est assez petit en fait. Je sais pas Ouais, mais si tu le vois je beaucoup pense ou que pas. Parce que je trouve qu'ils dans le essayent de le film filmer. ça se voit pas trop, mais Ouais, en ça se voit vrai pas il est trop. tellement impressionnant. Mais vraiment en fait même encore maintenant des pectoraux comme ça, je pense que il y en a beaucoup qui seraient impressionnés. Enfin, je suis pas sûr d'en avoir beaucoup vu beaucoup de physiques avec des pectoraux aussi énormes en fait. Hein, c'est Ouais, clairement. Mais je trouve qu'il campe vraiment bien le rôle du méchant, tu vois, le mec sans pitié. Et que ouais, ça contraste bien avec Jean-Claude Van Damme qui, lui, est beaucoup plus efféminé. Tu vois, on le c'est vrai. voit, tu vois, il est beaucoup plus, il est très souple. Et du coup, ça antagonise bien, tu vois, d'avoir un mec un peu plus bourrin et costaud, tu vois. Bah ça va bien avec son surnom. Hein. Il est surnommé l'Hercule de Hong Kong, donc Ah bah là, il ça a va. clairement le bon surnom, hein. Ouais, clairement ça. Mais ouais, bah tu vois, je trouve là si on parle de Jean-Claude, tu vois, c'est aussi un film où après ce film-là, il va y avoir plein de gimmicks qui vont être reprises. Ben déjà le split, c'est le grand écart.
Ouais. Alors il le fait tout seul, mais il le fait aussi de manière. Faut que je parle de l'entraînement en fait. Tu sais, il le fait de manière un peu slapstick, tu vois, l'effet cartoon où le Tanaka, il a des machines avec des cordes et tout, du bois et il les tire comme ça, tu vois. Oui, ouais, ouais. Mhm. Moi, je trouve ça trop cool parce que c'est pas du tout réaliste. Mais tu sais, on dirait vraiment un épisode de Bibi le Coyote, tu vois, et t'as vraiment ce côté, c'est super jouissif, je trouve, tu vois. C'est ce que moi j'aime bien retrouver dans les films comme Evil Dead et tout ça, tu vois, où on a vraiment ce côté, c'est trop cool en fait. Bien sûr qu'il fait l'entraînement, donc on va les tirer de partout, on va lui faire des épreuves qui n'ont pas de sens et tout. Je sais pas ce que t'as pensé, mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Bah pour le coup le côté training je l'ai trouvé pas mal parce que même pour enfin quand tu contextualises je trouve que euh, il est assez ancien et même maintenant tu vois des trainings qui sont pas aussi pas autant de d'idées intéressantes je trouve. En fait, le film il est fauché, donc il y a quand même plein de d'astuces qui sont utilisées. Tu vois, Mm. moi je trouve que le montage il est quand même assez drôle parce que t'as des cuts incessants sur le visage de Tanaka qui est stoïque, tu vois, C'est vrai. et des gros cuts sur sa moustache et tout, tu vois, et il le regarde d'un air impassible. Moi ça me faisait trop rire. Mais tu vois, en fait ça te suffit parce que dans l'imaginaire, je pense de 90% des gens, en fait ils se disent quoi? Ben un entraînement pour les arts martiaux c'est quoi? C'est un vieux maître de préférence asiatique qui te regarde de manière méchante et qui te fait faire des entraînements au pif, tu vois, parce que les gens ils ont vu Karate Kid, tu vois. Et du coup, ils se disent, ben, c'est ça un entraînement. Et là, ils le font, tu vois, ils se bandent les yeux, ils les tirent. Enfin, moi, je trouve ça vraiment, il est super efficace. Et comme à côté de ça, il y a la musique, encore une fois, de Herzog qui fait le café, en fait, hein, qui est vraiment, qui fait ce qu'il faut, tu vois. Donc Mm. clairement, très bon point du film. Après, voilà, c'est un enchaînement de combats avec des tournois, il y a un love interest, enfin voilà. On est dans un schéma ultra classique de film, hein, mais c'était plus, je trouve. Moi, on l'avait déjà vu, il me semble, ce film ensemble, et je voulais qu'on en parle parce que je voulais vraiment ton avis sur ces films qui sont cabossés, qui sont clairement imparfaits, mais qui transpirent la volonté de bien faire et la volonté en fait d'être des purs divertissements, tu vois, sans cynisme. Mm. Ben en soi du coup je pense que il a comme en fait de ce que j'ai lu après et je suis d'accord avec ça en fait c'est que il est considéré comme culte maintenant ce film dans le genre on va dire À fond, à fond. et je comprends pourquoi dans le sens où ben justement il respire quelque chose que d'autres films qui sont peut-être même mieux écrits hein, ils ont pas c'est que il a l'aspect authentique en fait et en gros, la base est solide de ce qu'on voit d'un point de vue arts martiaux, etc. Je trouve que c'est pas mal quand même. Mais en plus de ça, il y a une certaine âme qui fait que ce film, ben, tu peux t'en souvenir, quoi. Là où il y en a d'autres qui vont pas se démarquer parce qu'ils ont pas ça, en fait. C'est le côté que j'ai bien aimé. Après, bon, il y a plein de choses à redire sur les aspects négatifs, mais au-delà de ça, je trouve que ça, c'est vraiment le truc qui me ressort de ce film, moi, perso. Ouais, bah moi tu vois, moi ça l'emporte vraiment sur les côtés plus négatifs où je me dis, ouais, ok, là il y a un cut trop rapide, là le mec il joue Ouais. pas bien, là, ouais, ben c'est cousu de fil blanc. Tu sais, des fois, tu sais, puis t'as des morceaux de l'intrigue qui ont pas trop de sens, tu vois, parce qu'en vrai, par exemple, les mecs du FBI, bon, en fait, on aurait pu faire le film sans eux, par exemple, tu vois. C'est vrai qu'en soi, on les voit souvent, mais ils servent pas à grand chose. Ça sert à rien, tu vois, ça rajoute un petit peu de complexité à l'intrigue pour que le film se tienne, mais en vrai, t'as pas non plus trop besoin de ça. Je trouve que, et c'est aussi quelque chose que je pourrais critiquer sur les films de maintenant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de productions américaines maintenant qui font facile 2 heures, 2 heures et demie, et qui racontent la même chose que Bloodsport, tu vois, voire moins de choses. Donc je C'est vrai. préfère ce genre de film, tu vois, ça va droit au but, même si bon, il y a quand même un peu il y a des gros flashbacks avec des gros plans sur la tête à Jean-Claude, mais bon, écoute, ça me fait kiffer. Jean-Claude Van Damme, je pense, avec ce film-là, et par la suite de sa carrière, il a quand même son petite influence dans sa petite postérité dans la pop culture. Il y a le personnage, tu sais, de Johnny Cage dans Mortal Kombat, qui est quand même, voilà, inspiré, du coup, de ce personnage-là de Frank Dux dans le film. Et puis, on a aussi quand même, moi, je trouve, étant quand même un gros consommateur de MMA, un aficionados de ce sport,
je pense que quand même, sans ce film-là, le MMA serait pas ce qu'il est à l'origine, tu vois. Les mecs sont quand même dit, ouah, ce serait bien qu'on fasse rencontrer des gens un peu de toute origine. Je pense que Bloodsport a aidé ces gens à un peu concevoir ce qu'était le MMA à l'origine, tu vois. Oui, c'est vrai, ce que t'es en train de dire, je l'ai lu aussi, que ça a inspiré les bases du MMA, effectivement. Et ben, moi, enfin, ça faisait partie dans la petite truc que j'ai noté, qui était, en fait, il a été reconnu comme film culte par les spectateurs, malgré donc ce qu'on disait avant, malgré que la presse, en fait, elle l'avait quand même pas mal descendu le film. Ok, ok. Bon, écoute, il y a quand même un truc, je crois qu'on en a parlé dès le début de l'épisode, mais c'est que c'est un biopic. Oui, Frank Dux. Frank Dux, le cas Frank Dux. Alors, est-ce que on parle direct de l'éléphant dans la pièce, ou est-ce qu'on parle un petit peu vite fait de notre rapport au biopic, hein? Ah, rapport au biopic, parce que vu que l'éléphant dans la pièce, il y a le côté aussi de ce qui s'est passé par la suite, ça risque enfin, comme ça, on peut enchaîner sur le Ouais, truc. ça risque d'être un petit peu long, parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu un personnage, Monsieur Dux. Mm. Donc voilà, ouais, moi personnellement je suis pas un fan des biopics, j'en ai vu certains qui sont cool. Je les ai pas tous notés, mais The Social Network c'est vraiment bien. Amadeus pour moi c'est un chef-d'œuvre, Raging Bull c'est un chef-d'œuvre. Après voilà, il y en a genre, qui sont pas, voilà, un pas aussi bien, et de deux je trouve que c'est un poncif un peu. On récompense, tu sais, même au niveau des Oscars, je trouve qu'on récompense trop les mecs parce qu'ils ont joué un chanteur, tu sais, genre Bohème Rhapsody, tout ça. Mm. Qu'est-ce que toi tu penses globalement du biopic? Alors en fait, j'ai été très client de Bohemian Rhapsody dans le sens où j'adore Queen de base, mais j'entends les critiques après coup maintenant et je comprends tout à fait et je trouve que les biopics en fait c'est vraiment une solution de facilité, hein. Parce que on peut le voir avec Michael Jackson là, qui est sorti récemment. En fait Michael Jackson il a des aspects négatifs aussi en fait, et c'était aussi déjà mon problème avec Queen, c'est que ils ont rendu l'image de Freddie Mercury, bon, c'était pas un truand, mais on va dire qu'il avait quand même des aspects négatifs. Chaque personne a ses aspects, et ils l'ont lissé quoi. En fait, c'était quelqu'un de bien, voilà, point. Et ça, je trouve ça dommage parce que du coup, déjà, ça rend pas forcément tant hommage que ça à la personne, je trouve, parce que la personne, elle est ce qu'elle est parce qu'elle est entière en fait. Et aussi, au-delà de ça, c'est que pourquoi c'est une solution de facilité, c'est qu'en fait, les gens, ils sont fans du groupe par exemple et ils vont voir un concert. Franchement, Bohemian Rhapsody, c'est limite un concert au cinéma quoi. Et forcément, du coup, t'as de l'engouement et c'est des films qui cartonnent, mais parce que les groupes ont cartonné. Donc tu commences avec une fanbase quoi. C'est pas, tu crées pas ta fanbase, et en plus du coup tu t'as pas forcément de nouveautés à donner ou quoi, en fait. Tu racontes quelque chose. Enfin, c'est assez facile à reprendre, je trouve. Enfin voilà. Après, que ce soit autant plébiscité aux Oscars, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça apparemment. Ouais, puis tu vois, moi je trouve que le piège des biopics, c'est de faire la liste Wikipédia, tu vois. Ouais, c'est ça. Mm. Alors que pour moi, dans les meilleurs biopics, on va retrouver des gens qui prennent un parti pris, des vrais auteurs qui se disent, ok, cette... j'ai envie de parler de cet aspect de ce personnage. Ce que je vais raconter, on va partir de ce postulat-là, mais je vais aller dans autre chose. Et c'est là généralement que le biopic il est bien réussi, tu vois. C'est soit quand il va dans les vérités sombres, on n'a pas trop envie d'aller et il y va quand même. Soit c'est vraiment quand il se permet des libertés et qui va un peu à fond là-dedans, quoi, qui met les potards à fond et qui se dit, moi, j'ai une vision, je veux la respecter. Alors que, bon, voilà. Il y en a certains, tu vois, par exemple, le film sur Ray Charles, tu vois. Oui. Tu vois, il est sympa le film. Il est cool, Ouais. Jamie Foxx il Oui. joue bien, mais c'est par exemple un film très Wikipédia. Un bon film Wikipédia, mais c'est un film Wikipédia pour moi. Tu Oui, je suis d'accord. Tu vois, Amadeus, le fait que le le narrateur, tu vois, c'est pas Mozart, qu'on part vraiment sur un autre postulat, qu'on est sur de la jalousie, tu vois, on raconte autre chose, tu C'est vois. vrai. Et ça, c'est des choses, voilà, que je pense que de tout temps, comme t'as dit, le biopic sera toujours populaire parce que les de base, t'arrives au cinéma, t'as déjà une fanbase, genre là, Michael, il est sorti, il a tout explosé. Comme d'autres films les années précédentes, ils ont aussi cartonné, quoi. Ça va continuer de cartonner, mais je trouve que c'est assez fainé. Oui. Après,
dans l'idée, en soi, un film qui serait Wikipédia sur quelqu'un qui a eu une vie de fou mais que personne ne connaît, ça peut être intéressant. Mais bon, un film Wikipédia sur des mecs ultra connus, je sais pas, Freddie Mercury, voilà. Bon, on connaît quoi. Ouais, tu vois. Moi, j'avais vu le biopic sur Elvis Presley Oui. de Baz Luhrmann, et tu vois, alors il y a plein de trucs qui sont occultés et tout, voilà, mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au moins il y avait la mise en scène de Baz Luhrmann qui est complètement folle. Donc même s'il y a plein de choses que j'aimais pas dans le film, je trouve que il était au moins intéressant dans ce truc-là, c'est il avait c'était un film de Baz Luhrmann, quoi. Ouais, après, en plus, Elvis Presley, ça commence déjà à être avant notre génération, en fait. Donc ça peut permettre à certaines personnes de découvrir qui était le personnage. C'est vrai, de rentrer un peu dedans aussi. Là où je considère que Queen, normalement, tu vois, tout le monde sait qui c'est. Normalement. Ouais. Même Puis, Michael Jackson, tu vois. Michael Jackson, c'est pareil. Tout le monde voit qui c'est. C'est vrai. Totalement. Moi, je connais pas trop Michael, mais Pour le coup, je pense ça reste encore aujourd'hui une, voire la personne la plus connue de l'histoire actuellement. Ouais, je pense que il doit y avoir elle et puis Bolo Young, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et Van Damme. Et Van Damme. Ah, c'est ça, oui, bien sûr. C'est un trio de choix, bien sûr. Trio de tête. Donc voilà. Là, on parle de Bloodsport, qui est un biopic qui prend certaines libertés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la vie, donc, ça dépeint la vie de Frank Dux. Frank Dux, c'est un mec qui visiblement a une sacrée vie. Miguel, est-ce que tu veux nous en parler? Alors moi, j'ai pas le résumé sur toute la vie de Frank Dux. J'ai juste 2-3 faits qui sont sur le film en particulier, qui sont un peu voilà. C'est que déjà lui, par exemple, c'est quelqu'un qui a prétendu avoir été agent de la CIA. Ça a été démenti par la CIA, donc voilà. Tu connaissais sa mission ou pas? Non. Alors, donc Frank Dux, il aurait été personnellement donc il a été engagé par William Casey, qui est le directeur de la CIA, et Okay. il a opéré plusieurs missions secrètes, notamment la destruction d'un dépôt de carburant au Nicaragua, mais aussi d'une usine d'armes chimiques en Irak. Voilà. Et il aurait reçu la médaille de l'honneur, tu vois, la Medal of Honor, mais il l'a eu en secret. Personne n'est au courant sauf lui. Ok, magnifique. Après moi c'est plus sur le film du coup qu'en fait déjà parce qu'il se contredit, apparemment il dit qu'il avait combattu aux Bahamas et après au final c'était à Hong Kong, et en final ça l'arrange bien que c'était des combats clandestins parce que personne peut dire que c'est vrai ou non, mais il y a aucune preuve quoi. Et en fait c'est ça le problème un peu dans toute sa vie, apparemment il y a beaucoup de choses qu'il dit mais il y a jamais de preuve parce que ouais c'est censé être secret, et c'est son truc de dire que ouais c'était secret, et il dit ça surtout. Et en fait, le problème qu'il y a eu, par exemple, avec ce film, c'est que 2 mois après que le film soit sorti, apparemment, il y a eu une enquête du Times de Los Angeles qui dit qu'en fait, c'est complètement faux, hein, sûrement ce qu'il a dit, et qui remettent en cause même qu'il ait été militaire, qu'il ait gagné des titres, et il met même en cause que l'existence du comité. Donc, Quoi? Le comité n'a pas existé? Je refuse d'y croire. Voilà, donc peut-être qu'il y a une part de vrai dans ce que dit Frank Dux, mais bon, apparemment c'était quand même un beau charlatan quoi. D'ailleurs, il dit quand même qu'il est allé au Vietnam, mais en fait le conflit était déjà terminé quand il a commencé son service. Mais t'inquiète, ouais. Il est allé au Vietnam quand même. Ah oui, à savoir, il est quand même titulaire notamment de 2 records. Donc déjà, il y a un de ses records, c'est qu'il a fait 56 KO consécutifs. Pas mal. Hein. Pas mal. Et je pense qu'il a réussi ces 56 KO consécutifs parce qu'il a un autre record, qui est le coup de poing le plus rapide au monde. Ça, c'est pas mal. Coup de poing en 0,12 secondes. Ah ouais. Mec balèze. D'ailleurs, quand il a vu Van Damme au casting, il a dit, il est pas mal. Mais laissez-le moi un petit peu, faut que je l'entraîne parce qu'il est pas au niveau que j'avais quand j'étais jeune. Ça, c'est quand même incroyable, je trouve. C'est un peu le délire de Bloodsport, ça se voit comme une histoire vraie, mais bon. C'est comme si moi demain, voilà, je vais à la mairie, je commence à raconter que je suis le prince de Monaco, mais c'est top secret. Ah, mais t'es pas le prince de Monaco, je croyais. Si, je suis le prince de Monaco. Et d'ailleurs, j'ai le 2e coup de poing le plus rapide au monde. 0,14 secondes.
Incroyable. J'ai plusieurs justement anecdotes qui sont démontées de Frank D'accord. Dux, donc je vais t'en donner quelques-unes. Allez. Alors déjà, Frank Dux, pour dire qu'il a participé au comité, il a un trophée. D'accord, c'est vraiment un énorme trophée qui il disait voilà, c'est la preuve que j'ai gagné le comité. Et en fait, des enquêteurs, ils ont voulu vérifier donc auprès de la boutique de trophées qu'il a fourni donc Frank Dux. Bah en fait, il a bien reçu ce trophée à la boutique, mais il y a aucune preuve que c'était pour un tournoi en fait. C'est juste il a acheté un trophée quoi. C'est tout. Ok, bah super. Pareil, il y a plein de gens du milieu qui réfutent le fait qu'il a eu la médaille de l'honneur. Vous vous en doutez bien. Pareil, il invente des personnes. Un certain Richard Bender qui serait un témoin qui aurait assisté au comité avec lui. Et en fait, Richard Bender existe. C'est un pote à Frank Dux. Mais finalement, des années plus tard, quand les deux se sont un peu pris la tête, Bender dira que en fait, il a tout pipoté. Et que c'est Frank Dux qui lui a dit et répète ce que je dis mot pour mot, voilà. Il y a des photos de Frank Dux en fait où il est en uniforme de la marine avec plein de décorations, tu vois, une Navy Cross, enfin vraiment les grosses décos, tu vois. Et c'est des photos qui sont utilisées pour prouver son passé militaire. Et en gros, comme on déconne pas aux États-Unis avec l'armée, il y a la justice qui s'est emparée de ce truc-là et qui a dit non mais t'as pas la Navy Cross et tout, tu vois, des gens ont porté plainte, tu vois. Et donc Frank Dux, il a dû se défendre. Et donc il a pas dit que c'était top secret, mais il a dit qu'en fait les photos qu'il utilisait pour prouver ça, elles avaient été prises lors d'une soirée déguisée. Ouais, crédibilité max. Comme ça, tu sais. Et puis voilà, après il y a tous ces problèmes de dates, hein, comme je le disais, où il dit qu'il allait au Vietnam et que les dates ne collent pas. Le fameux maître Tsushidoshi, qui s'appelle Tanaka, s'appelle Tiger Tanaka. Tiger Tanaka, c'est quand même un blast de ouf en vrai. Ouais, j'avoue. Et qui serait censé descendre voilà d'une génération de 40 guerriers. Et voilà, ce serait ce Tiger Tanaka qui l'a entraîné. Mais voilà, on n'a aucune information sur ce Tiger Tanaka. D'ailleurs, s'il écoute ce podcast, je veux bien qu'il commente. Pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Dux, il avait écrit un livre en 96. Où, voilà, il explique comment il était recruté par la CIA, ce genre de choses. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que si vous voulez en apprendre plus sur sa vie, achetez son livre. Ce podcast n'est pas du tout une OPSP pour son livre. Mais voilà, si vous avez envie d'en apprendre plus ce personnage fantasque, je pense que je vous conseille au minima d'aller sur internet et de lire différentes anecdotes sur ce type, parce que c'est vraiment un fou furieux. Je pense que au vu de l'ampleur qu'il a pris, je suis sûr qu'il y a un Romain Molina du milieu qui a dû le debunk, et je pense que le livre de cette personne est peut-être plus intéressant que le livre de Frank Dux. C'est fort probable. C'est fort probable. Écoute, moi j'ai pas grand chose à dire de plus, sauf que je vous recommande Bloodsport, que c'est vraiment un film de fou furieux, fait avec amour, complètement con, mais je l'adore vraiment de tout mon cœur. Qu'est-ce que t'en penses toi, Miguel, de Bloodsport? Est-ce que tu recommanderais ce film d'ailleurs? Je pense que je le recommande. Juste, il y avait un dernier fact, mais juste qu'il faut que je le retrouve. Parce qu'en fait, il me semble que Frank Dux, il s'en est pas arrêté là. C'est qu'il avait porté plainte contre Jean-Claude Van Damme. Ouais, voilà, j'ai trouvé. Parce qu'en fait, Van Damme, il a fait un film qui s'appelle Le Grand Tournoi. Et Frank Dux, il reproche à Van Damme de ne pas lui avoir versé les droits d'auteur parce que ça ressemble beaucoup à Bloodsport. Au final, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que toutes les preuves qu'il avait rassemblées contre Van Damme pour dire que c'était du coup une copie de son film, elles ont été détruites lors d'un tremblement de terre. Voilà. Non. Bon, par contre, faites attention. Si demain vous voulez faire un film de tournoi, même si Frank Dux est aujourd'hui décédé, peut-être que ses descendants vont vouloir vous attaquer parce que Frank Dux est l'inventeur du tournoi. Ah, c'est possible. Faites attention à ce que vous faites. La justice américaine ne rigole pas. Surtout si c'est un tournoi avec Nintendo, là, il y a double procès. Hein. Ah ouais, non, faites attention. Jouez pas au courant. Du coup, Miguel, t'en as pensé quoi de ce film? Bah, franchement, des grandes qualités. Je suis pas un aussi grand amateur de films de combat que toi, mais je l'ai trouvé bien, que c'est une bonne... on va dire que c'est un bon film pour quelqu'un qui, justement, n'en a jamais vraiment beaucoup regardé. C'est facile de s'intéresser au film et de se divertir en le regardant.
il a ses défauts. Je pense que il faut le prendre comme un film divertissement, clairement, et ce qu'il est en soi, hein. Et parce que sinon, je pense que les personnes qui prennent les films un peu trop au sérieux, il y a moyen qu'ils se disent oh mais là il y a ça qui est pas bien, oh il y a ça qui est pas bien. Mais quand on le prend pour ce qu'il est, on va dire, moi je le trouvais vraiment bien. Je passe un bon moment à le regarder. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce que globalement l'histoire est assez simple et tout, donc je sais pas trop quoi dire comme point fort à part ceux qu'on a déjà cités. Donc voilà. Tu recommanderais ça à n'importe qui ou pas? Oui, Pour un film franchement, ben en fait, globalement, justement, je trouve que c'est un film que n'importe qui peut regarder. Après, faut juste pas se dire que tu vas regarder un film psychologique, quoi. On va dire ça comme ça. Ouais, en fait, je pense que s'il y a un mec qui me dit quoi ton film préféré, tu sais, il dit Seven, Fight Club, je dis écoute, Bloodsport, c'est dans la même lignée, t'inquiète. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. On est sur un thriller psychologique, si tu veux, c'est un mec, c'est un orphelin recueilli par un maître japonais qui se retrouve à Hong Kong. T'inquiète, ça va bien se passer. Bah écoute, moi ça m'a fait trop plaisir d'enregistrer avec toi. Je vais voir ce que ça donne au montage, parce que vu qu'on enregistre à distance, je sais pas trop si j'ai trop Oui. parlé, si on s'est coupé la parole, je sais pas, on verra. Je pense qu'il y a des choses que tu vas devoir cut parce on a duré un moment. Mais voilà, globalement c'était cool et ce sera peut-être l'occasion du coup d'enregistrer des épisodes un peu plus souvent. On va s'organiser tout ça. Oui. Est-ce que tu avais un mot pour la fin, Miguel? Bah, il y a la petite reco. Tu veux faire... Ah bah écoute, petit troco. J'en perds Allez, mon français. j'ai la reco, c'est grâce à toi. Parce que du coup, j'ai vu un film ce week-end avec cet énergumène qui, en fait, je pense qu'il est vachement sous-coté. Enfin, non, il est pas sous-coté parce qu'à l'époque, tout le monde il avait fait un bouxon. Mais que pour notre génération, on va pas se dire qu'on va regarder ce film. Je crois que je connais peu de gens qui l'ont vu, c'est Psychose. Voilà. Psychose classic shit, hein. Si vous l'avez jamais vu, regardez-le. On connaît tous la scène de la douche, forcément. Moi, du coup, je l'avais vu, mais récemment, et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de le montrer à Miguel, parce que, oui, si tu baignes pas si t'as pas fait une école de cinéma, si tes parents sont pas amusés à te montrer le film, globalement, qu'est-ce que tu vas te faire chier à regarder un film des années 60? Tu préfères aller regarder le dernier Spider-Man. Mais, tu aurais tort de penser ça parce que Psychose, c'est génial. Bah, Et pour on a le tous les deux coup, kiffé, ouais. c'est vachement dans les codes du jour en fait. C'est encore actuel. Hein. Je trouve que pour l'époque, très très en avance sur son temps, et que au-delà des scènes qu'on connaît, franchement, il y a beaucoup de choses sur le film qui sont vraiment bien. Hein. Donc on recommande Je, globalement. je veux pas spoil parce il y a des twists et tout ça, mais voilà. Ouais, film à twist, film de douche, film de Film de motel douche, aussi. film de motel. Bah écoute, moi je vais recommander un film qui s'appelle The Furious. The Furious, c'est un film qui est sorti en France en 2026, en juin 2026 d'ailleurs, et c'est un film qui est réalisé par Kenji Tanigaki, qui, moi, je ne connaissais pas ses autres films. Et je sais juste qu'il a bossé justement sur City of Darkness. Je vous en ai parlé un peu plus tôt. C'est un film donc de, si je dis pas n'importe quoi, Soi Cheng, voilà. Et Soi Cheng, donc en gros, c'est un réalisateur chinois qui a fait, euh, qui est un peu touche à tout, disons, Soi Cheng. Et il a donc fait appel à Kenji Tanigaki pour justement chorégraphier les combats de City of Darkness, c'est complètement fou. Et donc ce monsieur Kenji Tanigaki, il s'est dit bah tiens mais moi aussi je peux réaliser des films, et il a réalisé The Furious, qui est un film tout bonnement simple dans sa formule. C'est une petite fille qui se fait enlever et un papa qui est malentendant va se mettre dans la tête de retrouver sa petite fille, et de là bon voilà on va avoir un démantèlement donc du crime organisé. C'est vraiment cool. On situe jamais trop l'action, on te dit que ça se passe quelque part en Asie, comme ça voilà. Au niveau des décors, j'ai trouvé ça assez cool, ça me fait penser un petit peu à l'Indonésie, donc si voilà, je sais pas si vous aimez bien les films comme The Raid et tout, vous retrouverez un petit peu peut-être des codes de là. Moi je trouve que c'est un peu plus, c'est moins violent qu'un The Raid par exemple, mais ça tabasse quand même bien. Voilà, les scènes de combat sont vraiment chouettes. On retrouve d'ailleurs, je parlais de The Raid, on retrouve Yayan Ruan, que vous connaissez peut-être parce qu'il joue Mad Dog donc dans The Raid, et qui là, dans ce film,
est un tueur, mais vraiment, comme il sait bien les jouer, mais un tueur à l'arc. Donc il sait se battre aussi, notamment avec des couteaux, mais qui est vraiment trop cool. Il a un genre d'ensemble rouge pétant Adidas, des petits stickers et tout, et puis en fait il bute les types avec un arc. Donc je trouvais ça trop cool. Et là je suis allé sur sa fiche Wikipédia, le mec il a 57 ans, je vous jure, j'aimerais bien avoir sa condition physique à 57 ans. Donc voilà, c'était moi ma petite reco. Un film de bagarre qui est, je pense, plus du tout au cinéma, mais que vous pourrez retrouver assez facilement. Un petit mot pour la fin, Miguel? J'espère que vous avez tous apprécié le podcast et qu'on se retrouvera pour une prochaine dès que possible. Hein. Exactement, j'ai pas encore dit à Miguel, mais on va encore enregistrer pendant 8 heures là. Nickel. Il doit pas bouger de sa chaise là, je l'ai pris en otage. J'ai pris ces chats en otage et voilà, tu vas devoir continuer à enregistrer. Il faudra faire une toute petite pause pour les nourrir parce que sinon c'est moi qui vont manger, mais pas de problème. T'inquiète, tout est sous contrôle pour l'instant. Donc tu m'as dit, c'est ça, il faut pas les nourrir après minuit, c'est ça? Exactement. Et pas le contact avec l'eau, d'accord. Tu les avais achetés où, les chats? Je crois que c'était dans un film des Gremlins, un truc comme ça. Ah, c'est déjà. Bon, écoutez, portez-vous bien, puis on se retrouve pour un prochain numéro. À plus. Tchuss. T'aimes ce genre de combat? Ouais. Dans ce cas, faudra venir me voir, je combats au comité. Moi aussi, je suis là pour le comité. T'es pas trop jeune pour faire du full contact? Et toi, t'es pas trop vieux pour jouer avec ça? On en fait une autre? Ouais.